La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand Angle analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM, alors nous sommes le 24 septembre 2024. Bienvenue dans Grand Angle, une émission hebdomadaire destinée à décrypter les dynamiques politiques, économiques et sécuritaires qui façonnent l'Afrique. Le numéro d'aujourd'hui est consacré à la situation économique du Maroc. Nous nous intéresserons précisément dans ce numéro à la grave crise migratoire à laquelle est confronté ce pays. Le numéro est intitulé « Le ras-le-bol de la jeunesse marocaine ». Pour en parler, il y a avec nous en direct depuis Oran le docteur Ahmed Ben Saada, enseignant universitaire et auteur de plusieurs ouvrages. Ahmed Ben Saada est connu pour être un observateur avisé de la scène politique africaine. Il y a également avec nous Tarek Hafid, notre confrère du quotidien Le Soir d'Algérie. Tarek Hafid travaille beaucoup sur le Maroc. Comme chaque semaine, nous serons accompagnés dans ce numéro de Grand Angle dédié à la situation socio-économique du Maroc par Mokran Eitourabi, journaliste politique et consultant de l'émission. Bonjour messieurs, bienvenue à vous trois. Bonjour docteur Ahmed Ben Saada. Alors bonjour Monsieur Cherfaoui, bonjour à vos invités et bonjour l'Afrique. Merci d'être avec nous docteur Ahmed Ben Saada. Bonjour Monsieur Tarek Hafid. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation d'Ifriqiya FM. Merci pour l'invitation. Merci. Bonjour Mokran Eitourabi. Bonjour Monsieur Cherfaoui, bonjour à tout le monde, à tous les Africains. Heureux de vous retrouver. Alors messieurs, petit rappel des faits. Le Maroc est confronté ces dernières semaines à une crise migratoire inédite. Des milliers de jeunes Marocains, avec un petit groupe de subsahariens, ont tenté, par exemple, entre le 14 et le 16 septembre dernier, de prendre d'assaut l'enclave espagnole de Ceuta. Certains ont tenté de forcer les barrières de sécurité mises en place par la police, d'autres ont essayé de traverser la frontière à la nage. Des affrontements ont eu lieu durant toute la journée du dimanche 15 septembre entre ces jeunes candidats à la traversée et les forces de l'ordre marocaines. Depuis, un dispositif policier impressionnant a été déployé autour de l'enclave espagnole pour empêcher ce que plusieurs médias ont qualifié de grande évasion de jeunes Marocains vers l'Espagne. Alors, Monsieur Ahmed Ben Saada, docteur Ahmed Ben Saada, je vous adresse ma première question. Alors, de mémoire de journaliste, jamais autant de migrants et particulièrement de jeunes Marocains n'ont tenté de quitter en si grand nombre leur pays. Alors, selon vous, docteur Ahmed Ben Saada, vous avez beaucoup travaillé sur le Maroc également. Qu'est-ce qui explique cet exode massif? La situation va-t-elle si mal au Maroc? Alors, il est vrai que ce qu'on a vu récemment est un événement, disons, unique dans l'histoire de l'immigration au niveau du Maroc. Nous avons vu aussi que le Maroc a déjà instrumentalisé cette migration vers l'Espagne. Vous vous rappelez, entre le 17 et le 18 mai 2021, par exemple, il y avait entre 8 000 et 12 000 Marocains qui étaient encouragés d'entrer à Ceuta pour justement essayer de créer une crise entre le Maroc et l'Espagne. Et je vous rappelle que c'était pendant, à l'occasion de la présence de Brahim Ghali en Espagne pour y être soigné. Et donc cette instrumentalisation, à mon avis, se retourne contre le Maroc, et on voit que des centaines, voire des milliers de jeunes Marocains ont décidé de quitter le Maroc. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que dans les réseaux sociaux, nous avons vu des personnes qui parlaient, des personnes qui
qui justement Oui. se plaignaient de leur condition, de la condition de vie au Maroc. Il y a même eu la vidéo qui a fait le buzz d'une femme dont l'enfant était malade et qui disait qu'elle devait quitter à tout prix. Si elle quittait pas aujourd'hui, elle quitterait un autre jour. Donc, ce sont des scènes, disons d'un désarroi total de la population marocaine, en particulier de la jeunesse. Mais en fait, cela ne vient pas Oui. du néant. Il faut regarder les indicateurs de ce pays, il faut regarder le PIB par habitant, il faut regarder surtout l'indice de développement humain, l'IDH, tous ces facteurs-là, tous ces indices-là montrent que la situation au Maroc est une situation déliquescente. Oui. Si on regarde par exemple, tout simplement, peut-être on y reviendra en détail. Oui, on y reviendra en détail. Si on regarde par effectivement. exemple les chiffres concernant l'éducation, si on regarde les chiffres concernant aussi la santé, on voit que le Maroc est à la traîne des pays du Maghreb, loin derrière la Tunisie ou l'Algérie, par exemple. Donc ce sont des situations qui sont là. Nous avons une caste dirigeante qui a énormément d'argent. Nous avons une très grande disparité entre les riches et les pauvres. On pourra revenir sur les chiffres tout à l'heure si vous le désirez. Mais disons absolument. que cette situation-là ne vient pas du néant. Cette situation est la conséquence d'une gestion du pays qui est désastreuse. Calamiteuse. Mais merci beaucoup, Dr Ahmed Metsaada, pour tous ces éclaircissements, tous ces éléments. Tarek Hafid, on va aller dans le même sens, si vous le voulez bien. Il semblerait que des appels se sont multipliés sur les réseaux sociaux au Maroc pour justement tenter la grande évasion. On a l'impression que maintenant, habituellement, chaque année, nous étions habitués à voir des centaines, quelques milliers de personnes quitter les côtes africaines pour tenter de rejoindre le continent européen. Mais cette fois-ci, on a l'impression que c'est réellement une lame de fond. Vous avez consacré dans le Soir d'Algérie de longs articles au sujet. On a l'impression qu'il y a un ras-le-bol général au Maroc. Du moins, c'est l'impression que nous avons lorsque nous lisons la presse, y compris la presse, les sites internet marocains. Le docteur Ben Saada parlait tout à l'heure de vidéos, de témoignages dans des vidéos. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est réellement une lame de fond. Alors, ce qui est spécifique au Maroc, c'est que la question de la migration donc illégale est un levier de pression réel. Oui. Monsieur Ben Saada en a parlé. Exact. Il a donné l'exemple de juin 2021. juin 2021. Donc, il y a eu 2022 aussi. Il y a eu 2022 aussi. Qui s'est terminé par un bain de sang. Qui s'est terminé, mais c'était plus spécifique à une migration subsaharienne dans la région. Mais là, c'est les Marocains qui veulent partir. Là, c'est les Marocains. En fait, c'est les Marocains, oui, mais c'est surtout... Enfin, tout le monde veut partir. Ouais. C'est les Marocains, oui, mais c'est en fait, il faut essayer d'y voir un peu plus clair. Oui, justement, nous sommes là pour ça. On a donc un régime qui utilise la migration selon... Comme un levier de chantage. Comme un levier de chantage vis-à-vis de son principal, on va dire partenaire et en même temps ennemi, donc qui est l'Espagne, et donc il l'utilise au gré des humeurs, au gré des intérêts, et etc. au gré des positions de l'Espagne sur la question du Sahara occidental. Du Sahara occidental, mais pas que, c'est-à-dire voilà, il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Ouais. Là, ce qui s'est passé en 2021, le Maroc a fait, on va dire, un lâcher de migrants, donc organisé un lâcher de migrants. Mais à l'époque, c'était surtout des migrants subsahariens, si je me souviens bien. Pas forcément. Non, pas que. Il y avait, pas que. C'est-à-dire, ils ont carrément ouvert toutes les barrières du côté marocain pour faire pression sur l'Espagne. Là, cette fois-ci, c'est parti d'une information, d'une rumeur diffusée sur les réseaux sociaux, appelant donc un certain nombre de personnes, enfin toutes les personnes intéressées
à se rapprocher le plus des deux enclaves, donc Ceuta et Melilla, Oui. pour passer de l'autre côté. Sauf que là, ce qu'on constate, c'est que les Marocains ont essayé de bloquer au maximum. Oui. D'accord. Par contre, il faut suivre les rapports, les réactions de l'association marocaine des droits de l'homme, de la section de Nador. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que eux disent, on ne comprend pas pourquoi les Marocains, les autorités marocaines ont mis un tel dispositif pour empêcher les personnes de se rapprocher des villages marocains, donc les plus proches à la frontière avec les deux enclaves, et on continue à laisser les migrants partir dans des embarcations, c'est-à-dire à travers les réseaux de passeurs, moyennant argent. Donc, ce qui s'est passé, il faut faire la différence réelle entre ce type d'opération. Là, vous parlez de la ville de Fnidr. Oui, de la ville de Fnidr, là où il y a eu effectivement une très forte présence de gendarmes et de policiers. Et même de militaires. Voilà. Donc Fnidr est une ville qui se situe juste à côté de Ceuta. Vraiment, c'est la frontière avec Ceuta. Donc, il faut prendre en considération le fait qu'il y a des opérations qui sont montées. En 2021, c'était monté par les Marocains, par le Marzen. D'ailleurs, le Maroc est en train d'être jugulé par le Marzen. Il y a ce type de migration. Et l'autre type de migration qui est, on va dire, organisée avec des passeurs et dans lequel de grands responsables politiques, locaux, nationaux ont des intérêts parce que c'est énormément d'argent. C'est rémunérateur. Et là, il n'y a aucune opération, c'est-à-dire pour empêcher. Et donc, ça se fait autant en Méditerranée vers l'Espagne que à partir du sud marocain et des territoires occupés, du Sahara occidental vers les îles Canaries. Et là aussi, c'est rémunéré. Les responsables locaux, certains hauts dirigeants ont des intérêts, et donc c'est rémunérateur, et donc on laisse faire. Là maintenant, vraiment, pour essayer de comprendre, il faut vraiment faire la différence entre ces différents réseaux. Oui, mais merci beaucoup, Talq Hafid, pour ces éléments. Ça nous permet de mieux comprendre ce que vous-même vous avez appelé ce phénomène de la grande évasion. Moukran Touarabi, alors, le Maroc se sert de la question migratoire comme un levier de chantage qu'il exerce principalement sur l'Espagne. D'ailleurs, cela a valu au Maroc une condamnation ferme en 2021 du Parlement européen. Souvenez-vous, une résolution avait été adoptée. Mais il n'empêche, Moukran Touarabi, que rares ont été les moments où l'on a vu un nombre aussi grand de jeunes Marocains lancer des appels sur les réseaux sociaux pour inviter leurs camarades à quitter massivement le Maroc. D'ailleurs, la peur est telle au niveau du Marzen qu'une répression féroce s'est abattue sur les gens qui ont tenté justement d'accéder dans l'enceinte de Ceuta. Selon les derniers chiffres, il semblerait que 150 Marocains aient été maltraités et arrêtés, et y compris la chasse a été donnée aux lanceurs d'appels sur les réseaux sociaux. Donc là, manifestement, nous sommes dans un pays où la jeunesse est en train de crier son ras-le-bol de la manière la plus forte qui soit. Oui, tout à fait. Vous avez utilisé un mot évasion. On s'évade d'une prison. C'est ça. Aujourd'hui, le Maroc est une grande prison. Les Marocains cherchent justement à quitter cette prison pour aller ailleurs. Effectivement, voir en une journée du 8 au 9 septembre, quand même, c'est plus de 30 000 Marocains qui ont tenté de franchir la ligne frontalière avec l'Espagne, avec l'enclave espagnole. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et
Un autre appel a été lancé pour le 30 actuellement, il y a des échos qui nous parviennent du Maroc selon lesquels il y a un dispositif sécuritaire impressionnant tout autour de cette zone où carrément les villageois qui habitent ont du mal à rejoindre leur domicile quand ils quittent leur champ. Pourquoi le Maroc a mobilisé toute cette machine? Parce que cet incident de Fnidaq a révélé ce que le Maroc a longtemps caché. Oui. Cette grande misère dans laquelle baigne le peuple marocain depuis des décennies et qui contraste avec un royaume riche et un Makhzen comprador qui multiplie les affaires sur le dos d'un peuple de plus en plus pauvre. Il est rare de voir comme ça des scènes désolantes de jeunes et de moins jeunes qui tentent justement de traverser des barbelés pour aller vers un avenir meilleur. Aujourd'hui, cette tentative de fuite massive du peuple laisse apparaître l'arrière-cour désolante dissimulée longtemps par la machine propagandiste et manipulatrice au service des intérêts stricts d'un Makhzen dont le seul souci, c'est les intérêts ses intérêts. Voilà, aujourd'hui encore, il faut s'attendre à un exode encore plus important, sachant que d'après un sondage fait par l'Institut arabe Baromètre, il dit clairement que 35% des Marocains pensent à s'exiler. Et parmi 50% de ces 35%, ils sont prêts à le faire même sans visa, c'est-à-dire d'une manière illégale. On parle de l'immigration clandestine, comme ils sont en train de le faire. Voilà. Tout à l'heure, Tarek Hafed, juste pour donner un peu d'eau à votre moulin, avait parlé de deux filières. Alors les Marocains ont deux moyens de quitter leur territoire national. Alors ils le font soit par le nord, donc via l'enclave de Ceuta et Melilla, pardon. Ils le font aussi par le sud via les territoires sahraouis occupés illégalement par le Maroc. Oui. Aujourd'hui, le peuple marocain il est étouffé par des politiques publiques antisociales qui ont été lancées par les gouvernements successifs depuis de longues années, à travers notamment la suppression de subventions de produits de première nécessité, et voire même il y a des retards dans le paiement des salaires des fonctionnaires, sans compter qu'il y a un gel des salaires des fonctionnaires. Il n'y a pas d'évolution salariale avec une inflation galopante et un chômage endémique. Tous les ingrédients sont là pour une explosion sociale. Alors, docteur Ben Saada, je reviens vers vous. Lorsque l'on analyse froidement la situation, on en vient à penser que le Maroc est aujourd'hui devenu une véritable bombe sociale. Tout à l'heure, je sais que vous aimez beaucoup les chiffres. Vous êtes scientifique de formation, vous aviez donné quelques pourcentages. Aujourd'hui, chiffres à l'appui, nous ne sommes pas en train de faire de la propagande. Nous convoquons des rapports d'ONG très sérieuses et qui aujourd'hui alertent sur le fait que le Maroc est aujourd'hui pratiquement au bord d'une explosion sociale. Oui, en effet, le Maroc, tel qu'il est géré actuellement, la façon dont le roi actuel gère les affaires, met en danger justement la stabilité du Maroc, la stabilité sociale du Maroc et la paix au Maroc. Je rappelle que, comme je le disais tout à l'heure, que le Maroc, en termes de PIB par habitant, se classe derrière l'Algérie, derrière la Tunisie, derrière la Libye. En termes d'IDH, c'est la même chose. Donc l'indice de développement humain est basé sur trois indicateurs. Il y a l'espérance de vie à la naissance, le nombre d'années de scolarité et le revenu national brut par habitant. Donc dans ces trois indicateurs, le Maroc est défaillant. Le Conseil économique, social et environnemental du Maroc, donc c'est un organisme marocain, a fait justement ce constat, un constat
très, disons, défavorable par rapport à la situation du Maroc. Il a dit qu'il y a actuellement plus de 4 millions de Marocains qui n'ont accès ni à l'emploi, ni à l'éducation, ni à la formation. Ça veut dire qu'ils sont dans la nature. Exact. Dans cette catégorie-là, il y a 1,5 million de jeunes Marocains entre 15 et 24 ans qui n'ont rien, ni emploi, ni éducation, ni formation. Donc vous voyez, 1,5 million de personnes jetées dans la nature comme ça, qui n'ont pas disons, d'avenir, qui n'ont pas de vision d'avenir. Ça peut être très dangereux pour un pays. Cette catégorie de personnes, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle accentue l'exclusion, elle favorise la délinquance, elle favorise l'extrémisme, etc., etc. Donc, différents maux sociaux. Donc, si on regarde en brut ces chiffres-là, on ne peut pas être très optimiste pour l'avenir du Maroc, à moins d'un sursaut qualitatif du point de vue de la gestion. Je rappelle que le roi du Maroc est un des rois les plus riches du monde, et certains journalistes bien informés ont dit la chose suivante, en fait, le roi du Maroc a transformé ses sujets en clients, et il a transformé l'État en machine à faire du cash. Donc c'est absolument incroyable, parce que si on regarde depuis qu'il est arrivé au trône en 1999, il a fait exploser ses recettes personnelles comparativement à ceux de son père. Je répète que la monarchie coûte environ 657 000 euros par jour. Juste la dotation pour les domestiques, c'est 138 millions de dollars par an. Le budget alloué à Mohamed VI et sa famille par le contribuable marocain, il est supérieur au ministère du Transport, ministère de la Transition énergétique, ministère du Tourisme, ministère de l'Eau et ministère du Commerce et de l'Industrie. Donc, tous ces ministères-là, en les prenant ensemble, ils n'arrivent même pas au budget alloué au roi par le contribuable, à part de sa fortune personnelle. Il est impliqué énormément dans tous les secteurs économiques du pays. Donc ça en fait de lui un richissime monarque qui a des possessions, même à Zanzibar. Il a construit un palais à Zanzibar, des hôtels, des résidences, des hôtels particuliers à Paris, des collections de montres, des yachts les plus chers du monde. Il a au-delà de 600 voitures de luxe, de la Mercedes à la Ferrari, à la Bentley, n'importe quoi, et même des avions privés, plusieurs avions privés pour pouvoir se déplacer. D'ailleurs, il gère, par humour, on dit qu'il gère son pays par un télétravail, parce qu'il passe la majorité de son temps à l'étranger, et ça a été même calculé. Une année, je me rappelle plus, c'était 2017-2018, il a passé 50% de son temps à l'étranger. Donc on voit comment, et puis en plus, la vraie gestion du pays ne se fait pas par le Parlement, mais se fait par ses copains du collège royal, donc dont certains noms sont très connus, comme El Himma, et comme d'autres, comme le directeur de la DGED, c'était des copains. En fait, il prend ses copains, il les met dans des postes et il les fait gérer. Comme Fouad El Himma, il est même surnommé le vice-roi. Donc vous voyez à quel point il peut. Donc c'est un système qui est féodal, c'est un système qui est basé sur en fait c'est le roi et c'est lui qui décide de tout, et en saupoudrant des petites affaires de droite à gauche, de démocratie de façade. Et donc avec cela, on ne peut pas avoir un pays dirigé de cette façon, un pays où la grande proportion de la richesse du pays appartient à un petit nombre de personnes, ceux qui sont proches du palais et ceux qui en fait descendent de familles proches du palais. Et donc cette façon de gérer les choses est un non-sens, et on en voit les conséquences. Donc à moins de mesures draconiennes, de revenir à une gestion saine et à une répartition beaucoup plus équitable de la richesse au niveau des pays. Je vous rappelle que même au niveau de la santé, la part de financement du système de la santé se fait par les ménages, au-delà de 50%. Donc les Marocains n'ont pas le droit
n'ont pas le droit à la santé. Les écoles privées, vous voyez, juste regardons les écoles privées. Oui. Il y a, en 2010, il y avait 4000 établissements privés. En 2023, il y en a eu 7000. Donc Oui. il y a eu, disons, presque un doublement des établissements privés. Et si on compare l'augmentation des établissements publics, il n'y a eu que 15%. Oui, ça veut dire qu'il y a une privatisation de l'enseignement, une marchandisation de l'éducation. Et à qui? Au profit de qui? Au profit de la classe la plus riche. aisée, oui. Et même, par exemple, si on regarde même les chiffres en détail, on voit que au niveau des villes, c'est au-delà de 80% des élèves qui sont dans des institutions privées. Exactement. Alors que dans les campagnes, les gens n'ont pas les moyens et ils ne peuvent pas se permettre d'avoir une éducation qui va leur permettre justement de prospérer dans leur vie et d'avoir une vision, disons, positive de ce qui va leur arriver. Donc tout cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne vient pas du néant. Il s'agit de problèmes structurels au niveau de l'économie marocaine qui va ne faire qu'accentuer justement ce problème. Si on ne règle pas les problèmes de l'éducation, si on ne règle pas les problèmes du travail, du chômage, etc. Oui. Tout ce qui s'en vient après, et de la santé, et de la justice, oui. À ce moment-là, et aussi tout un pan dont on a discuté abondamment dans les émissions passées, c'est aussi la présence, le commerce de l'opium, de tout. Oui, on va probablement en parler un peu tout à l'heure aussi. Voilà. Et donc tout ça fait que le pays ne vit en fait que sur le tourisme et sur d'autres choses dont il est malvenu de parler maintenant. Voilà, mais merci beaucoup, docteur Ahmed Ben Saada, pour tous ces éléments, pour tous ces chiffres qui nous permettent de comprendre un peu mieux les raisons de cette grande évasion. Alors, Tarek Hafid, vous le venez tous de le dire. Alors, vous avez l'éducation, la santé, le marché du travail, le chômage, l'exclusion. Alors, nombre d'ONG ont dressé récemment des rapports qui brossent un tableau implacable des écarts de richesse au sein du royaume. Vous avez 5% de la population qui possède près de 70%, de 80% des richesses du Marzen. Alors, nous avons deux conclusions. Alors, sans embâge, le Maroc, d'abord, est présenté comme le pays ou l'un des pays les plus inégalitaires en Afrique, et particulièrement en Afrique du Nord. Le docteur Ahmed Ben Saada venait de le dire, au Maroc, pour se soigner, généralement, il faut débourser de l'argent. Il n'y a pas beaucoup d'établissements publics. Quand ils existent, ils n'ont pas les moyens. Alors, vous avez un Maroc très inégalitaire, mais vous avez aussi un Maroc qui est devenu la propriété privée à la fois de la famille royale et de sa cour. Il faut comprendre une chose au Maroc, c'est que il n'y a pas de citoyens des sujets. Oui. D'accord. Et les sujets acceptent. C'est ça qui est c'est-à-dire qui est terrible pour nous, qui nous considérons comme citoyens, puisque nous vivons dans un système républicain. Ils aiment c'est-à-dire ils acceptent ce statut de sujet. Déjà, il y en a quand même qui l'acceptent pas. Il y a une région qui l'accepte pas, c'est l'UEDF. Oui, en 2017, ils se sont soulevés. Mais il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que le déploiement de toute cette force sécuritaire actuellement dans la région, donc entre les deux enclaves, c'est le RIF. Oui. C'est ça aussi, il ne faut pas oublier. On est dans le RIF. Il faut bien comprendre aussi, prendre en considération aussi la situation politique. Oui. Je ne vais pas parler de la situation politique interne, je vais juste parler de 2-3 points. Je vous en prie. De choix qui ont été imposés par le Marzen. Premièrement, il y a cette normalisation qui passe mal. On allait en parler de toute manière parce que cette normalisation passe mal au Maroc. La grogne s'explique aussi par cette normalisation honteuse qui a été imposée. Parce que ceux qui ont normalisé sur le plan, qui sont passés à l'action pour normaliser, c'est les islamistes. Il faut surtout pas
le PJD qui s'est fait quelques mois ou semaines auparavant, Oui. disait il est hors de question, et c'est eux qui ont signé. Oui. Donc l'acte de normalisation avec l'entité sioniste. Il y a ce point qui passe très mal parce que Oui. au Maroc, il y a aussi quelque chose qui est intéressant au Maroc, c'est que il y a des organisations, il y a un mouvement Oui. anti-sioniste Oui. au sein de la population. Anti-normalisation. Anti-normalisation et pro-palestinien, Et c'est-à-dire qui au sort sein chaque même. semaine, qui battent le Oui, pavé bien chaque sûr, mais semaine il existe, pratiquement. c'est-à-dire il est organisé. Les médias marocains n'en parlent pas, mais il y a des manifestations Tout à fait, chaque c'est-à-dire semaine. que déjà, Oui. il y a cette grande frustration. Oui. Il y a cette frustration aussi de voir, après la normalisation, la Oui. série d'accords qui a été signée entre donc, le Maroc et Israël. Alors que Il la y a- population palestinienne se fait tuer par Bien sûr, dizaines de mais milliers. c'est-à-dire avant même ça. Oui. Il y a donc cela. Il y a aussi une campagne, c'est-à-dire pour permettre aux Israéliens de revenir et c'est-à-dire c'est-à-dire c'est une normalisation économique pour Oui. faire justement de permettre à des entreprises, à des individus. Certains exigent même les terrains et les maisons, les biens immobiliers qui appartiennent entre parenthèses à leur famille, et puis c'est peut-être vrai, c'est-à-dire on n'en est pas là. Donc il y a cet aspect. Il y a eu aussi un événement très important qu'il faut prendre en considération, c'est le séisme. Oui. Le séisme et l'incapacité... Le séisme de 2023 dans le Haut-Atlas. Tout à fait. Dans le mois de septembre, c'était durant cette période. Oui, oui. Et Je crois que, l'incapacité... si mes souvenirs sont bons, Tarek Hafid, je crois que c'est 3000 morts. Près de 3000 morts. Si ce n'est pas plus, j'ai le souvenir de 4000 morts. Mais Oui, bon, oui. après les morts, malheureusement, c'est cette incapacité jusqu'à aujourd'hui des autorités marocaines Oui, à prendre en charge, oui. donc de façon correcte, une population en détresse qui est en milieu rural, mais dans des conditions, c'est-à-dire, on va dire, climatiques, de géographie qui sont extrêmes. Oui. Nous sommes dans une des régions les plus froides d'Afrique du Nord. Oui, oui. C'est-à-dire il faut quand même voir un peu ce que c'est que cette région. Il y a cet aspect. Et il y a aussi, on va dire aussi des choses qui sont absolument incompréhensibles. C'est tout ce que fait le Maroc contre les pays occidentaux est accepté par ces mêmes pays occidentaux. Il y a eu le cas de Pegasus. On a vu le nombre de hauts responsables européens qui ont été espionnés, notamment Macron. Oui. Il y a et Pedro Sanchez. Pedro Sanchez, tout à fait, et son épouse, donc le haut responsable Et la ministre espagnole. espagnole de la Défense, je crois aussi. Donc Tout à fait. tout le monde a et été espionné. il y a aussi donc le Qatargate, dans lequel justement le Maroc a mis à disposition de ce pays du Golfe donc tous ces réseaux, tous les lobbies, donc les qui réseaux sont présents, d'influence. On a acheté des députés européens. Ils acceptent, donc ils se sont vendus, peut-être qu'ils n'ont pas été achetés. Et donc tout ça, tout ce que l'on voit là maintenant, fait que nous sommes face à un État, réellement un État voyou, qui a un mauvais comportement envers ses sujets et envers son voisinage. Et qui est devenu maintenant un facteur de déstabilisation de toute la région. Exactement. Et c'est ça maintenant qui est dangereux avec un pays comme le Maroc. Je voudrais dire une chose, c'est que je vous en prie, quand on voit un peu l'histoire des relations entre l'Algérie et le Maroc, il est très belliqueux, ce pays, à l'encontre de l'Algérie, de la Tunisie. Alors, il occupe un territoire qui n'est pas le sien. Qui n'est pas le sien, tout à fait. Mais je voudrais vraiment parler des relations entre l'Algérie et le Maroc. On a vu depuis le début que c'est un pays qui a toujours tout fait pour, dès les premières années d'indépendance, des premiers mois d'indépendance de l'Algérie, pour déstabiliser l'Algérie. Par contre, les Algériens ont tout fait pour essayer justement de... L'Algérie n'a aucun intérêt à avoir un Maroc déstabilisé, un Maroc instable. On l'a vu durant les années 80 avec la période Chadli. On l'a vu ensuite durant les années 90 comment ce pays est arrivé jusqu'à monter des réseaux terroristes pour déstabiliser l'Algérie. On accuse même l'Algérie On a accusé l'Algérie d'avoir organisé des attentats. Il s'est avéré, eux-mêmes les Marocains disent que c'est faux par la suite. On a vu toute la période Bouteflika, comment les Algériens ont essayé de régler un peu la situation, etc. Rien ne s'est fait. Maintenant,
on voit que réellement le Maroc est devenu un facteur de déstabilisation pour toute la région. Et pas quand on parle de région, c'est-à-dire quand on parle de région, c'est l'Afrique du Nord, mais aussi le sud. Sahel, le Sahel. Non, mais aussi. le sud de la Méditerranée aussi. Oui. À travers donc toutes les actions menées par le Maroc vers l'Espagne, parce que une grande partie des migrants qui vont en Espagne ne restent pas en Espagne. Ils vont en France, ils vont en Belgique, ils vont en Hollande et ils vont aussi en Italie. Exactement. Merci beaucoup Talq Hafid pour tous ces éléments. Pour l'année Touarabi, nous allons revenir à la situation socio-économique du Maroc. J'insiste sur cet aspect parce que les chiffres, généralement, ils ne montrent pas. Donc, ce sont aujourd'hui les chiffres qui parlent et qui renseignent le mieux qui nous renseignent le mieux sur la situation socio-économique du Maroc. Il y a un élément dont on ne parle pas beaucoup. C'est la dette extérieure du Maroc, Moukhalane Touarabi. Alors, si mes si mes chiffres sont bons, c'est un chiffre que j'ai trouvé dans les organismes spécialisés marocains. Alors, en 2028, la dette extérieure du Maroc atteindra, ce sont des projections de ministères marocains, 125,1 milliards de dollars. Oui. Et actuellement, la dette extérieure marocaine frôle les 100 milliards de dollars. Tout à fait. Elle a presque doublé depuis 2010. C'est énorme. Aujourd'hui, le Maroc est le 5e pays le plus endetté d'Afrique. Oui. Depuis de longues années, la dette ne cesse d'augmenter. Et qui est due notamment à la situation économique marocaine. Alors, la situation économique, mais aussi on a un pays qui mène un train de vie... donc au souverain et à sa garde et au Marzen qui s'équipe en matériel militaire, alors que dans l'entourage immédiat, aucun pays ne montre d'hostilité envers le Maroc, bien au contraire. Bien au contraire, comme l'a dit notre ami Talq Hafid, le Maroc est le seul pays expansionniste de la région. Oui. Et cette trajectoire a été fixée par le défunt Hassan II au lendemain de l'indépendance d'Algérie, quand il a voulu récupérer des territoires algériens, sachant que l'Algérie venait d'avoir son indépendance. On n'avait même pas encore installé les institutions et il réclamait des territoires algériens pour lesquels les Algériens sont morts. On était dans la logique expansionniste déjà depuis 1963. Effectivement, vous faites allusion à la guerre des Sables. À la guerre des Sables de 1963. Et aujourd'hui, il est toujours dans cette logique. C'est pour ça que justement le souverain marocain, le Marzen, au lieu de consacrer le peu d'argent dont dispose le Maroc pour améliorer la situation socio-économique, il le mobilise pour espionner ses voisins, pour tenter de déstabiliser des pays au Sahel, pour en quelque sorte servir son ambition expansionniste, sachant que déjà il est sur des territoires qui ne lui appartiennent pas, que le Sahara occidental. Donc c'est un pays colonisateur et c'est un pays qui mate sa population, qui la traite comme des sujets. D'ailleurs, au Maroc, il n'y a pas de statut de citoyen. Et c'est ce qui gonfle la dette extérieure, parce que le reste, les services publics, au contraire, ils sont de plus en plus connaissent une dégradation à tous les niveaux, la santé, dans le Haut-Atlas. Il n'y a pas de création d'emplois puisque le chômage ne cesse d'augmenter. Il est passé, c'est des chiffres du Haut Commissariat au plan marocain, c'est pas des chiffres qu'on invente. Et il a évolué du premier au deuxième trimestre 2024 d'un point déjà. Ça c'est les chiffres officiels de 12 à 13%, sachant que un tiers des jeunes de 15 à 24 ans ne travaillent pas aujourd'hui. Le chômage des jeunes explose. Le secteur de l'agriculture, avec une agriculture intensive, avec les palais, tout le train de vie luxueux de certaines villes qu'ils ont créées justement pour accueillir des étrangers et qui demandent énormément d'eau, a fait qu'aujourd'hui, le Maroc se trouve dans une sécheresse endémique
qui a lourdement affecté le secteur agricole, qui était jusqu'à présent le principal pourvoyeur d'emplois. Merci beaucoup, Qanat Arabi. Vous vouliez donner une précision? Non, juste en quelques secondes, un petit. Il y a l'effort de guerre au sein occidental, c'est-à-dire qui n'est pas uniquement en termes d'achat d'équipements militaires, mais surtout en termes de positionnement de troupes. Ce sont on va dire des dizaines de milliers d'hommes qui sont en permanence dans les territoires occupés, notamment au niveau du mur de séparation. Oui, le mur de la honte. Du mur de la honte. Et donc ça a un prix. Oui. Merci beaucoup pour cet élément. Tarek Hafed, on comprend donc pourquoi le Maroc dépense et achète de l'armement à tour de bras. C'est pour entretenir une armée et pour justement mettre en pratique sa politique belliqueuse à l'écart de ses voisins et sa politique expansionniste. Docteur Ahmed Ben Saada, j'aimerais revenir sur un élément précis. Alors, Tarek Hafed, on a parlé un petit peu dans sa prise de parole. Alors, on a une imbrication d'éléments qui aujourd'hui nous permettent de mieux comprendre pourquoi les jeunes Marocains veulent partir en masse et veulent quitter en masse leur pays. Alors, nous avons longuement parlé de la situation socio-économique qui caractérise le Maroc. Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est une situation calamiteuse, désastreuse. Alors, système éducatif à 2 vitesses, corruption endémique qui fait perdre au Maroc chaque année près d'1 point ou 2 points du PIB. C'est énorme. Vous avez le chômage des jeunes qui est abyssal, qui est incroyable, etc. Vous avez des salaires, des petits salaires. Vous avez l'informel qui prend des proportions importantes. Mais Tarek Hafed a parlé aussi de l'effet provoqué par la signature des accords Abraham sur la population. Alors jusque-là, les Marocains étaient prêts à accepter pratiquement tout et rien, mais aujourd'hui, cet accord-là ne passe toujours pas et les Marocains n'ont pas peur de sortir dehors pour dire leur refus de cet accord et pour dénoncer le génocide dont est victime le peuple palestinien. Au moment où nous parlons, nous ne sommes pas très loin des 50 000 morts en Palestine et en Cisjordanie. Et aujourd'hui, l'entité sioniste mène une autre guerre contre le Liban. Et aujourd'hui, la majorité des Marocains n'en veulent pas. Exactement. En fait, la normalisation des relations entre le Maroc et Israël n'était en fait qu'une formalité. Le Maroc a toujours eu des relations en cachette, en sous-main, avec l'entité sioniste. Mais bon, maintenant, ça se fait au grand jour. Et pire encore, ce qu'on a vu, c'est que des bateaux de guerre israéliens viennent se ravitailler au port de Tanger. Nous avons vu tout récemment des militaires génocidaires israéliisraéliens qui viennent passer leurs vacances au Maroc. On l'a déjà vu et je vous rappelle que Israël a une politique comme ça d'envoyer. Il y a quelques pays dans le monde, par exemple au Tibet, par exemple au Guatemala. Au Guatemala, ils ont des villages complets qui sont dédiés aux touristes israéliens. Voilà, pour se reposer de leur génocide. Vous voyez. Donc on est allé un peu assez loin dans cette provocation du peuple marocain, parce que le peuple marocain, qu'on le veuille ou non, c'est un peuple qui est musulman, qui est un pays qui est attaché à la culture, disons, de la région, la culture arabo-musulmane. Oui. Et la question palestinienne fait consensus dans tout le monde musulman. Exactement. Et pas juste ça. La cause palestinienne n'est pas nécessairement une cause musulmane. Bien sûr. C'est une cause internationale. C'est une cause qu'on appelle juste. Et ce qu'on voit actuellement, c'est que, en fait, la normalisation du Maroc avec Israël elle a créé
une zone de turbulence Oui. dans notre région, dans la région donc du Maghreb, et je serais prêt même à faire en fait, le parallèle entre Israël et le Maroc. Oui. Le Maroc actuellement fait des exactions contre son peuple, des exactions contre les migrants. On en a parlé tout à l'heure, mais il y a eu 37 morts et 76 disparus. Il y a eu un massacre atroce qui a été filmé par des ONG et qui a été montré. Et il n'y a eu aucune sanction. Bien au contraire, le Maroc a été élu à la présidence du Conseil des droits de l'homme. C'est absolument aberrant. Donc, le Maroc qui a utilisé Pegasus pour espionner la France, l'Espagne, et il y a eu 6000 numéros algériens qui ont été espionnés, et qui a soudoyé des parlementaires européens pour justement faire passer ses causes, qui a encore, ce n'est que, en fait, ce qu'on voit actuellement, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Ce qu'on ne sait pas est pire encore, mais ce qu'on sait déjà est absolument incroyable. Et on voit que l'Occident ferme ses yeux sur les actions. Il y a une complaisance de l'Occident à l'égard du Maroc et d'Israël. Moi, j'irais jusqu'à dire que Israël a été moi je l'appelle un furoncle qui a été posé au milieu du Moyen-Orient, et le Maroc actuellement bénéficie de la complaisance justement pour faire ses basses besognes et faire un lien entre les deux, parce que ce n'est pas normal. N'importe si l'Algérie avait fait le milliardième de ce que le Maroc fait, on aurait subi les foudres de l'Occident. D'ailleurs, on ne fait rien puis on subit les foudres de l'Occident. Donc, cette complaisance occidentale me fait dire à moi que finalement, cet État qui a été qualifié tout à l'heure par M. Tarek Hafid d'État voyou, cet État voyou, il est là, il est aidé. D'ailleurs, toute la richesse du roi Mohammed VI, et elle provient justement des investissements colossaux occidentaux. Oui, du racket du peuple marocain. Exactement. Donc, il y a une complaisance. On voit comment le Maroc, malgré tout ce qu'il fait, jouit d'une certaine belle image en Occident, et ça, c'est absolument incompréhensible si on ne part pas sur la piste d'un État voyou qui est là, qui est mis pour créer une zone de turbulence dans notre région. Et en faisant de la sorte, c'est clair que on va aider. Le pays ne va pas sortir de sa torpeur économique, ne va pas sortir de sa torpeur sociale, et on va de l'avant avec justement des problèmes comme on a vu au début de ce mois. Donc il y a un parallèle que je peux dresser entre le Maroc et Israël. Ce n'est pas normal qu'un pays qui bafoue tous les droits internationaux puisse avoir une aussi grande, complaisance, et on ferme les yeux sur ces agissements. Ce n'est pas possible d'analyser cette situation sans dire que, en fait, le Maroc, c'est un poste avancé de l'Occident en Afrique. Merci beaucoup, Dr Ben Saada. Alors, il nous reste à peu près 3 petites minutes pour terminer l'émission. Alors, j'ai juste le temps de redonner la parole très brièvement à Tarek Hafid et à Mqorana Touarabi. Je vais précisément rebondir par là où vous avez terminé, Dr Ben Saada. Aujourd'hui, le Maroc, c'est un peu le cheval de Troie d'Israël dans la région. Maintenant, il y a des éléments probants qui montrent que le Maroc applique à la fois en Afrique du Nord et au Sahel un agenda qui n'est pas le sien, mais qui est celui de l'État sioniste aussi. Le Maroc n'est pas le cheval de Troie d'Israël en Afrique du Nord. Le Maroc, c'est Israël. Voilà. Alors, en Afrique du Nord. Et quand je dis ça, il faut prendre en considération pas uniquement le Maroc, mais les territoires occupés du Sahara occidental.
et avec l'objectif d'aller vers la question du Sahara oriental, donc les visées expansionnistes vers l'Algérie ne sont pas, c'est pas quelque chose c'est pas un coup de bluff ou quoi que ce soit, c'est réel, donc il faut faire très très attention à ça. Merci beaucoup, Talq Hafid. Des éléments à rajouter à ce que vient de dire Talq Hafid? Alors, c'est en une petite minute, Moukhalan Touarabi, je suis vraiment désolé, mais... C'est cette relation intime, c'est cette fusion entre Israël et le Maroc qui est attestée par le dernier contrat établi entre Israël et le Maroc pour l'achat d'un autre satellite pour $1 milliard, alors que 10 millions de Marocains meurent de faim. Voilà, et c'est ce qui, justement, amène les Marocains à sortir chaque semaine dans les rues pour dénoncer ce qui arrive, et c'est ce qui pousse malheureusement les jeunes Marocains qui sont victimes de cette politique, c'est ce qui les pousse à quitter massivement leur pays. Merci Moukhalan Touarabi pour être venu. Merci Talq Hafid pour avoir accepté notre invitation. Dr Ahmed Ben Saada, merci beaucoup pour votre gentillesse, vos éclairages, vos analyses. J'espère que nous vous retrouverons la semaine prochaine sur le plateau d'Ifriqiya FM. Alors, chers amis auditrices et auditeurs, vous l'aurez compris, nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Grand Angle. En attendant, vous pouvez continuer à nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application sur Play Store. Je rappelle que cette émission a été préparée et présentée par Zine Cherfaoui. Elle a été réalisée par Khaled. À la console technique, il y avait Mouad, Sid Ahmed et Mohamed. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, la voix africaine. Au revoir, bon courage.